sport. Tu peux faire bien tout ce que tu fais, si tu mets du tien et du cœur. Au-delà de la nature, un rêve s'accomplit. Oui, plus haut et plus loin, bien plus loin. Les gens passionnés par leur métier se reconnaissent facilement. Ils ont ce que nous appelons chez Air Canada la passion du monde. Chez Midas, nous connaissons à fond les freins, car nous voyons le dessous des choses. Nous formons nos spécialistes, des mécaniciens brevetés pour qui même les freins équipés de système ABS n'ont pas de secret. Et nous garantissons les plaquettes et sabots de freins Midas tant que vous possédez votre voiture. Pour les freins, le silencieux ou la suspension, faites confiance à Midas. En dessous, c'est Midas. Chaque semaine, à l'émission 1 contre 1, des invités de marque diffèrent d'opinion sur certaines controverses dans le monde du sport. Jean-Paul Chartrand anime ces débats virulents. Pour être dans le feu de l'actualité, c'est 1 contre 1 tous les vendredis sur les ondes de RDF. De retour à ce match pour la médaille d'or entre l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie. Et là encore, quelques gestes un peu de frustration. Et là, bien, ça se développe dans un autre côté. Mais on le voit. C'est Hirdina, mais lui, il est habitué de voir ce genre de scène, puisqu'il a porté... il évoluait du côté nord-américain dans la Ligue nationale. Avec les Flames de Calgary. Avec les Flames de Calgary, effectivement. Oui, Pierre. C'est sûrement quelque chose, Denis, lorsqu'il y a du poussaillage en Europe, les joueurs ne jettent jamais les gants. Et ça coûtait cher à Fétissa dans la Ligue nationale, parce que c'est présenté une journée devant Wendell Clark, n'a pas jeté les gants. Et Wendell... Dans la Ligue nationale, il ne faut pas toujours attendre que la cloche sonne pour commencer le combat, parce que des fois, c'est votre cloche qui va sonner. D'autant plus qu'on sait que dans la Ligue nationale, c'est celui qui attaque et qui porte les premiers coups qui a plus souvent qu'autrement le chance de s'en tirer avec les honneurs du combat. Mais là, on le voit, on refuse toujours de jeter les gants. Les bâtons sont tombés, d'accord, mais on s'étudie et... Tu vois la manière que Davidoff s'en est sur le Dina. Dans l'hockey professionnel, un gars qui a l'intention de se battre, s'il se présente de cette façon-là, on ne fera pas long feu. Non, il y a des chances, comme tu dis, de se faire sonner les cloches. En tête première, là. 5-0, rappelons-le, pour la formation soviétique. Et du côté des Tchécoslovaques, on en rit peut-être justement quelque peu de cette situation maintenant, puisqu'il faut absolument faire son deuil de cette médaille d'or, qui pour une autre année se retrouvera du côté de l'Union soviétique. D'ailleurs, au cours des années 80, la formation soviétique a récolté la médaille d'or dans ce type de championnat, comme celui que nous connaissons cette année, à 5 reprises. Et il y a eu également des médailles d'or récoltées lors des Jeux olympiques en 84 et aussi en 88. Malheureusement pour eux, on a échappé celle de 1980 qui était présentée lors des Jeux de Lake Placid. Mais là, il faut le dire, c'était réellement le miracle des Américains. On a échappé 80, 85 contre les Tchèques et on a échappé également 87 contre la Suède. La Suède. Alors 3 sur 10. De toute façon, un rendement de 70%, si l'on peut s'exprimer ainsi, dans ce genre d'événement à caractère international, évidemment, que c'est plus que satisfaisant. Donc, 2 joueurs de la Tchécoslovaquie, dont Hirdina, qui se retrouvent au banc des pénalités, alors qu'il faut parler maintenant de formalité d'ici la fin du match, avec cet écart de 5 buts en faveur de l'équipe de l'URSS. Les Tchécoslovaques toujours installés profondément dans leur territoire, alors que l'on tente justement de construire une attaque et on se retrouve finalement en zone centrale. Un 2 contre 1 qui se présente et encore là, le bel arrêt de Arthur Hirdbe. Et on a vu, il est resté debout, il a attendu calmement justement que le lancer puisse parvenir. Et là, c'est une autre situation de 2 contre 1. Et la clé du dernier 2 contre 1, le défenseur soviétique a bloqué le centre de la glace, empêché le transfert d'un joueur à l'autre. À ce moment-là, le gardien de but peut se concentrer sur le porteur de la rondelle. S'il y a un transfert d'un joueur à l'autre, à ce moment-là, le gardien de but en mouvement est très vulnérable. Là, ça devient aussi de plus en plus ouvert. Les occasions de marquer, qui étaient peu nombreuses au cours, peut-être des 30 ou 35 premières minutes de jeu, mais là, c'est beaucoup plus fréquent. Et naturellement, cet écart dans le pointage maintenant favorise ces situations. Oui, parce que la défensive, c'est de la discipline. Et lorsqu'on arrive à 5-0, eh bien, la tentation d'aller se mêler un peu plus d'attaque et d'avoir un peu plus de plaisir est là. Les joueurs de hockey sont humains. Jouer un style hermétique défensif, en contrôle tout le temps, faut être concentré. À 5-0, c'est un peu plus difficile de concentrer. Pendant qu'on voit toujours le gardien de but soviétique, Arthur Hirdbe, revenons quelque peu à Sergei Melnikov et son expérience avec les Nordiques.
Tu as eu l'occasion, Pierre, de côtoyer Vladislav Tretiak, en fait, un expert en la matière, grand gardien de but, possiblement l'un des meilleurs que l'on ait connu au cours des 20 dernières années. Qu'est-ce qu'il pensait, lui? Quelle était son analyse de Sergei Melnikov? Lorsque quelqu'un qui est venu ici il y a 2 ans, la première fois pour son école de hockey, je travaillais avec lui comme instructeur. Il nous avait dit à ce moment-là, Melnikov, c'est pas tellement un bon patineur, c'est pas le plus travaillant du groupe. Et ça explique pourquoi il est dans le fond de son filet, parce que il n'a pas confiance en son coup de patin, donc triche et joue un peu plus profondément. Par contre, il disait, lui, que c'est un gars qui a des bons réflexes et une qualité pour un gardien de but, se fait frapper par la rondelle. Alors, lorsque Bergeron a analysé Melnikov, était pas mal près de la vérité. Excepté que ce qu'il a décelé dès le départ, peut-être pas le plus travaillant au monde, ou celui qui va, et lorsqu'on connaît se fatiguer le plus dans les exercices, oui, c'est ça. Un joueur qui n'est pas le plus travaillant, ne sera jamais un favori, Michel Bergeron. Effectivement, comme d'ailleurs de plusieurs entraîneurs dans la Ligue nationale et au niveau professionnel comme tel. 5-0, toujours en faveur de l'Union soviétique. Là encore, une situation de 2 contre 1 qui se présente. Et on a raté le filet de peu, alors qu'on a gardé le gardien Hasek sur un double doute pour quelques secondes avant de finalement y aller d'une passe. Tu as vu que je te parlais tantôt? Lorsqu'il y a un transfert de rondelle, le gardien de but est battu. Là, tout simplement, c'est Bourré qui a raté son lancer. S'il ne rate pas son lancer, c'est un but facile. Exactement. Toujours les Tchécoslovaques en zone centrale avec ce contrôle de la rondelle, mais parfois momentané, du jeu plus décousu qu'au cours justement des premières minutes et des premières séquences de cette rencontre. Et à nouveau, donc, semble-t-il que la communication est rétablie avec Berne en Suisse. Et voici Yvon Penneau et Pierre Houde. Riakin qui s'avance. Riakin toujours, mais on lui fait perdre le disque à la dernière minute. Il y aura pénalité pour le geste à l'endroit de Makarov. Oui. Parce qu'il y avait possibilité de 2 contre 1 là-dessus. On l'a accroché et là, on va donner une pénalité pour obstruction, mais la bel et bien été accrochée par Erdenov, qui sera chassé pour 2 minutes. Alors Yvon, pour l'URSS, ce sera une 22e médaille d'or en championnat du monde depuis 1954. Et au cours de cette période, de 54 à aujourd'hui, il y a eu également 7 médailles d'argent, 4 médailles de bronze. Les Soviétiques, donc, demeurent champions du monde. Et aux Jeux Olympiques, entre 56 et 88, 7 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze. C'est une équipe qui, en début de tournoi, Pierre, ne laissait pas voir autant de possibilités. Mais l'arrivée, finalement, de Fetisov, l'arrivée de Sergei Makarov, ça a changé un peu l'atmosphère dans le vestiaire de l'Union soviétique. Ça a donné confiance aux jeunes joueurs et Tikhonov a pu vraiment implanter son système. On a changé de gardien de but chez les... on a changé de gardien de but chez les Soviétiques? Oui, c'est Mishkin qui est là. Ah bon? Oui, on a voulu permettre à Mishkin sa seule et unique participation dans le tournoi. Oui. Le bon vieux Mishkin, 34 ans. Ben, comme si c'était vieux, 34 ans, M. Penneau. Vous imaginez? Je vous remercie beaucoup. Ben non, ben enfin, je m'en approche pas mal vite, moi aussi. C'est un beau geste de la part de Viktor Tikhonov. Ah, Vladimir Mishkin, qui n'avait pas eu la tâche facile, lui, Mishkin, parce qu'il était dans l'ombre du grand Tretiak. Mais quand Tretiak a pris sa retraite, c'est lui qui a permis cet ajustement lorsque les Soviétiques se sont retrouvés privés de leur meilleur gardien à l'époque. N'oublierai jamais, Pierre, la décision de Viktor Tikhonov en 1979 à New York, lorsqu'il avait utilisé Mishkin dans le dernier match d'une série 2 de 3. Oui. Il avait battu la Ligue nationale 6-0. Oui. Omutov qui reçoit le disque, supériorité numérique. Voilà, c'est raté par Fetisov qui avait un filet ouvert. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs gardiens par la suite dans l'intervalle. Sidelnikov, si je me rappelle bien. Évidemment, Milnikov est arrivé par la suite. Et donc, Mishkin s'est retrouvé un peu toujours dans l'ombre. appelé à combler les fissures. Et il a bien fait son travail. Et cette année, bien, on l'a invité à participer à ce tournoi. C'est Tikhonov lui-même qui l'a invité à le faire. Et Milnikov, lui, n'a pas été en uniforme pour les 5 derniers matchs de l'URSS. Omutov, belle manœuvre, surveillée par Prochatzka, mise en échec finalement. Et c'est Haschak qui reprend. Haschak qui a dégagé jusqu'à l'autre bout. Là, Mishkin qui peut se dévier les jambes un peu, quitte son filet. Davidov reprend maintenant. Davidov qui applique les freins. Laisse derrière à Kravchuk. Kravchuk veut contourner les 2 défenseurs, mais perd le disque finalement, et c'est Nemchinov qui le reprend au centre. 2 minutes 30 exactement à faire en 3e période. Les Soviétiques qui seront couronnés champions du monde encore. Kadlec qui
applique une mise en échec contre Semak. Krohn est là également. Kadlec reprend mais perd le disque. C'est repris par Davidov vers Semak. Semak veut rejoindre Nemchinov, mais Kadlec a bien bloqué. Davidov maintenant. Pénalité terminée, on joue à armes égales. Longue passe à Nemchinov, un tir qui rate la cible. Et c'est repris par le défenseur Kadlec vers Haschak. Haschak perd le disque à Semak. Belle passe et un tir raté par Davidov. La rondelle se retrouve dans le filet arrière. Et je regarde encore Viktor Tikhonov qui s'amuse comme larron en foire. C'est incroyable, il a même retiré son imperméable. Et quand, Pierre, on regarde le dossier de Irbeuf pour le tournoi, puisqu'il a été retiré maintenant, il n'aura accordé que 5 buts en plus de 300 minutes. Incroyable. Mais quelle équipe là devant lui aussi? C'est sûr, parce qu'il a reçu 16 tirs seulement. Dans tout le match, les Soviétiques ont tiré 31 fois sur le gardien Dominik Hašek. Moins de 2 minutes encore, 1,55 à faire dans le match. Je vous rappelle, chers amis, que nous allons vous présenter dans moins de 2 heures, en fait dans moins d'1 heure et demie maintenant, le match entre la Suède et le Canada pour la médaille de bronze. Programme double au championnat du monde de hockey à l'antenne du Réseau des sports aujourd'hui. Là, la foule n'est pas d'accord. Le juge de ligne qui dit qu'il y avait hors-jeu à l'entrée du territoire, mais enfin. Et tu as vu la réaction de Konstantinov? Il est allé voir le juge de ligne, lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, voyons. Suédois. Alors, la rondelle qui... Non, elle n'a jamais quitté le territoire de la Tchécoslovaquie. Non, mais enfin, c'est difficile à dire. Il faut donner le bénéfice du doute au juge de ligne parce que le défenseur Konstantinov bloquait le tir, en fait, bloquait la rondelle. Là, c'est Hastak devant Malahov. Hastak qui laisse le disque devant lui. Mishkin quitte son filet. Il remet un peu plus loin. C'est Konstantinov qui réussit à reprendre. Passe vers Fyoderov, vers Pavel Bure. Bure qui a voulu déjouer Lubina, mais celui-ci n'a pas mordu. Et là, c'est une passe trop longue pour Dolana. Repris par Konstantinov. Les Soviétiques qui écoulent le temps qu'il reste. Tatarinov patiemment derrière son filet. Il reste maintenant 1 minute exactement à faire en 3e période. Là, c'est Ristic. Tente de contourner Staviana qui se plaque le long de la rampe. Le disque est libre, c'est Priakin qui le reprend. Priakin derrière à Tatarinov vers Priakin, mais c'est intercepté par Dolezal. Dolezal devant Tatarinov qui applique les freins, disque libre. Dolezal tire devant le filet. Bel arrêt de Mishkin. On reconnaît son style, Yvon. Oui, on l'a vu. La glissade à la Guns Worsley. Et ils ont des gabarits semblables. J'allais dire la même chose. Worsley et lui. On tire le gardien. Oh, ben ça, c'est arrogant. Ça, c'est de l'arrogance. Quelle arrogance. Il a fait la même chose contre le Canada. Quelle arrogance incroyable. Il a fait peut-être pas la même stratégie contre le Canada l'autre soir, lorsque, avec un score de 7-1, il a demandé un temps d'arrêt. Ça, c'est vraiment être arrogant. Et là, Dolezal est puni. Mishkin retourne devant son filet. Ouais, ben là, on exagère un peu. C'est pas très sportif, ça. Non. Même si c'était une pénalité appelée à la Tchécoslovaquie, on aurait pu dire à Mishkin de rester dans son filet. Pas besoin d'un 6e attaquant. Ouais. Ristic qui a perdu cette mise en jeu. Oh là, Reichel qui a administré tout un coup de bâton à Ristic. Et là, les comptes vont se régler. C'est Rolik là qui bouscule Kravchuk. Oh, Reichel a donné tout un coup de bâton à Ristic et jamais l'arbitre n'a vu ce geste. Et en plus, bien, Reichel va se demander à l'arbitre pourquoi il pacifie contre le joueur soviétique. Alors, vous apercevez Viktor Tikhonov. Il va savourer une autre précieuse victoire, lui qui a été vraiment malmené par la presse soviétique au cours des 3 dernières saisons. Là, c'est Prochatzka qui dégage jusqu'à l'autre bout. Goussarov reprend derrière la ligne rouge, remet à Kravchuk. Encore 4 secondes et voilà qui est fait. Les Soviétiques sont champions du monde. Encore cette année en 1990. Sans aucun doute, Pierre, la meilleure formation qu'on a vue ici au cours de ce tournoi. On pensait que le Canada avait les ingrédients pour livrer une chaude lutte à l'Union soviétique. Mais finalement, Viktor Tikhonov avait un club bien équilibré à tous les points de vue. Bonne défense, une attaque très articulée, une défensive à point, un bon réseau défensif, en infériorité numérique, pendant les supériorités numériques. Alors, il y aura, ce ne sont pas les cérémonies protocolaires officielles. Celles-ci auront lieu après
l'autre match, celui entre la Suède et le Canada, nous allons plutôt assister aux cérémonies habituelles, c'est-à-dire reconnaître les 2 meilleurs joueurs du match, un de chaque côté, et il y aura bien sûr l'hymne national du pays gagnant, c'est-à-dire de l'URSS. Alors, il y a plusieurs candidats du côté de l'URSS, du côté tchécoslovaque, on ne sait pas encore, qui... presents a copy of posters with his signature, which he created for this event. Alors donc, on va connaître dans quelques instants les meilleurs joueurs de chacune des 2 équipes. Du côté de l'Union soviétique, tu accorderais ton vote à Kamiensky? Bon, Kamiensky a joué tout un match, Tatarinov également, oui, Fetisov. Enfin, il y a plusieurs choix. Du côté de la Tchécoslovaquie, je ne sais pas, peut-être un des 3 jeunes qui ont tenté de provoquer quelque chose en 3e période, mais ils ont été vraiment bouteillés par cette défense de l'Union soviétique. Tout un match de la part des Soviets. Oui. Beste Spieler der Nationalmannschaft der Sowjetunion, best player of the national team of the Soviet Union, nummer 13, number 13. C'est ça. Kamiensky. Alors Valéry Kamiensky reçoit le titre de meilleur joueur du match pour l'URSS. Quelle rencontre il a connue. C'est tout un joueur absolument remarquable. On l'a appris à le connaître à Rendez-vous 87. Tu te souviendras, Pierre, les performances qu'il avait offertes pour l'Union soviétique. Et au cours de ce tournoi, il a été vraiment un joueur flamboyant. Beste Spieler der Nationalmannschaft der Tschechoslowakei, best player of the national team of Czechoslovakia, nummer 23, number 23, Libor Dolana. Et c'est Dolana qui est choisi meilleur joueur pour la Tchécoslovaquie, Libor Dolana. Alors les Tchécoslovaques, ils vont n'ont quand même pas à rougir de honte. Une médaille d'argent pour eux, c'est quand même un exploit, surtout avec l'équipe cette année. On ne prévoyait même pas de médaille pour cette équipe tchécoslovaque qui finalement a réussi avec une très belle performance contre le Canada et tout un retour contre la Suède. Voici maintenant l'hymne national de l'Union soviétique qui reconnaît la victoire dans ce match et plus tard, il y aura cérémonie protocolaire pour remettre la médaille d'or. Victoire de l'URSS 5-0 contre la Tchécoslovaquie. On peut peut-être rappeler les marqueurs, Yvon, au cours de cette rencontre. Alors, du côté, évidemment, pour l'Union soviétique, Kamiensky a marqué 2 buts, Pierre. 6 et 7e du tournoi. Il y a eu un but de Bykov, son 3e, Davidov, son 5e, et Makarov, son 2e. 2 mentions d'aide pour Vyacheslav Fetisov. 2 mentions d'aide également pour le défenseur Tatarinov, qui, rappelons-le, devrait se rapporter aux Capitals de Washington demain. Je ne sais pas s'il sera en uniforme pour le premier match contre Boston, mais on pense qu'il sera de la formation partante de Washington pour la 2e rencontre de la série. Alors voilà la foule qui applaudit chaleureusement l'équipe championne de 1990, l'URSS, qui mérite d'emblée cette victoire. L'URSS, Pierre, qui a marqué 15 buts pendant la ronde des médailles contre un seul par l'adversaire.
Alors nous, chers amis, on va aller boire un peu d'eau minérale, M. Pedneau, et on sera de retour dans environ 1 heure pour vous présenter le match de médaille de bronze entre le Canada et la Suède. Et pour l'instant, retrouvons en studio Denis Caron et Pierre Ladouceur. Messieurs,